La Chambre. Bonjour, asseyez-vous. Monsieur l'huissier, faites entrer le témoin. Bonjour, madame. Vous m'entendez? Ok, je pense que ça marche. Je dois vous dire que je n'entends pas très bien. Alors, je crois que si on me parle, il vaut mieux parler pas trop loin du micro. Ça évitera des confusions, peut-être. Madame, on ne vous entend pas du tout. Vous ne m'entendez pas? Non. Et là, vous m'entendez? Peut-être que les techniciens vont vous aider dans ce sens. Test. J'ai pas besoin d'appuyer. Bon, je crois que vous m'entendez. Bien. Voilà, donc madame, vous comparaissiez ce matin à l'effet d'éclairer la Chambre sur les connaissances des événements dont vous avez eu par rapport au dossier qui nous a été soumis. Et pour ce faire, nous allons vous demander de décliner votre identité, c'est-à-dire dire à la Chambre vos noms, prénoms, âge, profession et domicile. Oui. Alors, je m'appelle Hélène Jaffé, c'est le nom de mon mari. C'est mon nom de jeune fille. J'ai 83 ans le mois prochain. J'habite à Toulouse, 53 route d'Espagne. Et j'ai répondu aux questions. Et je suis médecin. Bien. En outre, donc, étant entendu que vous venez pour témoigner sur ces faits, vous n'êtes pas du tout partie civile. Non, je suis témoin. J'étais appelée par la Chambre. Ok. Donc, c'est la raison pour laquelle on va vous demander de prêter serment, comme beaucoup d'autres témoins l'ont fait. La formule de serment étant la suivante: vous jurez de parler sans crainte ni haine, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Vous levez la main droite et vous dites: je le jure. Je jure de parler sans crainte et sans haine, de dire la vérité, toute la vérité. Rien que la vérité. Merci. La Chambre espère que vous n'êtes ni témoin, ni allié au parti en présence.
Non. Bien. Donc la Chambre vous écoute sur votre témoignage. Oui. Je pense qu'il faut peut-être que je vous dise quel a été mon parcours. Je suis médecin. Ma vie professionnelle s'est déroulée, disons, en 3 grands chapitres. J'ai été médecin physiologue dans un SANA quand mes enfants étaient petits. Puis j'ai ouvert une consultation de médecine générale, un cabinet de médecine générale à Toulouse. Je suis originaire du Sud-Ouest. Et à ce moment-là, j'ai fait partie d'Amnesty International. D'abord de la section toulousaine, puis j'ai fait partie de la commission médicale, puis j'ai fait partie, petit à petit, en grimpant les échelons, si je peux dire, du Medical Office à Londres, qui s'occupait des problèmes de victimes de torture à leur sortie. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour eux ? J'ai dû laisser ma clientèle de médecine générale pour des raisons de santé. Je suis revenue à Paris, mon mari avait un poste à l'OCDE. Et là, je n'ai pas travaillé pendant quelques temps, mais j'ai continué à m'intéresser à ce que faisait Amnesty. Et petit à petit, j'ai assuré des consultations dans un dispensaire pour les demandeurs d'asile, où j'ai été interpellée par la situation physique, mentale, sociale de certaines personnes venant d'un peu tous les continents, mais qui avaient vécu une répression tellement sévère qu'on peut parler de torture. J'étais partie pour faire une vacation par semaine, ma santé allait mieux, je me suis engagée à temps plein. MSF, qui a été la première organisation internationale ONG à rentrer en Guinée après la mort de Sékou Touré, m'a demandé si je voulais aller installer à Conakry une consultation pour les personnes, les zombies qui étaient libérés des différents camps de concentration de l'ex-président. J'ai accepté. Nous avions un mandat pour 1 mois avec 3 autres médecins, un ophtalmo-psychiatre et un autre médecin généraliste. Et devant l'étendue du travail qu'il y avait à faire, nous avons décidé de déposer les statuts de l'association à laquelle nous rêvions, c'est-à-dire une association complètement dédiée aux victimes de répression grave, dont la torture. Et nous avons ajouté à notre mandat le fait de faire des missions à l'étranger pour apporter des soins, pour apporter une aide aux médecins ou pour former en fonction de l'expérience que nous avions acquise petit à petit. Voilà la raison pour laquelle nous sommes restés 1 an à Conakry en assurant des consultations ininterrompues par équipe de 3 ou 4 qui se relayaient, jusqu'au jour où nous avons reçu un malade un petit peu débile qui nous a dit qu'il sortait de prison, qu'il avait été torturé et il en avait des séquelles très évidentes. Et on a décidé, après avoir essayé de contacter les personnes que nous connaissions, ministres, secrétaires d'État, etc., qui ne voulaient pas nous recevoir, on a décidé de clore la mission du jour au lendemain en placardant nos raisons. Puis nous avons continué à travailler à Paris, à recevoir des victimes, à affiner notre connaissance. Je ne me considère pas comme une experte, mais je considère que j'ai une expérience de presque 30 ans, ce qui fait quand même un certain bagage qui m'a été reconnu, puisque le gouvernement français m'a demandé, par exemple, de faire un guide pour la prise en charge des victimes de torture pour les praticiens, qui a été distribué dans les écoles de médecine, dans les écoles de santé militaire et à tous les médecins français en poste à l'étranger. Voilà brièvement, si vous voulez, quel a été mon parcours. Et c'est à ce moment-là que nous avons reçu à l'Havre le nom de l'association que nous avions créée. Nous avons reçu une invitation à venir au Tchad, faire une évaluation de la santé des victimes de l'ex-président Habré et de voir comment nous pouvions leur apporter l'aide que nous avions apportée en Guinée. Ceci avec la recommandation de Mike Dottridge, que vous avez, je crois, entendu, qui connaissait le travail qu'on avait fait en Guinée. Voilà. Voilà pourquoi nous avons été au Tchad.
Bien, pouvez-nous donc nous instruire sur les événements de Tchad, surtout sur les événements que vous avez eu à prendre en charge? Nous sommes arrivés au Tchad en début juillet 91, c'est-à-dire quelques mois après le départ de Hissène Habré. Nous sommes arrivés dans une ville sinistrée, une ville de guerre, et accueillis par maître Mahamat Hassan Abakar. Nous avons fait, c'était un dimanche, on a fait le tour de la ville, on avait vu le marché. Je n'ai jamais vu un marché africain aussi triste. Puis, il nous a emmenés voir le monument de la répression, le centre de la DDS. Alors, vous imaginez une belle avenue centrale avec de gros arbres, un bâtiment relativement moderne qui avait été le mess des sous-officiers de l'armée française. Des marches permettaient de monter, une volée d'un demi-étage permettait de monter à un couloir et des bureaux. Et un demi-étage descendant en sous-sol, amené dans une pièce où le sol était couvert de bandes d'enregistrement de conversations téléphoniques et le décryptage sur des feuilles de papier qui avaient pris l'humidité parce que comme c'était en sous-sol, l'eau dévalait les marches au moment de la saison des pluies et c'était une espèce de gadou dont on a tiré quelques papiers où on s'aperçoit que toutes les conversations étaient écoutées, aussi bien des conversations tout à fait privées et anodines que d'autres. Mahamat Hassan Abakar nous a fait voir, puisque la commission d'enquête avait déjà plusieurs mois son actif, nous a fait voir les nombreuses lettres qu'il avait reçues qui avaient été reçues d'Amnesty International et qui étaient très bien classées, les archives de la DDS qui elles aussi étaient soigneusement classées. Puis nous sommes allés voir ensuite à l'extérieur ce qu'on appelait la piscine. Il faisait déjà très chaud à cette époque, alors on pouvait imaginer ce que c'était sous une dalle de béton. Une piscine recouverte d'une dalle de béton. On voyait encore le plongeoir qui avait été coupé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. On voyait que quand on rentrait dans la piscine, il y avait d'abord 3 marches, un petit espace d'1 ou 2 mètres carrés, puis encore 4 marches, et là une porte métallique. Et on se trouvait dans un couloir sombre, sale, où on devinait à travers la poussière, la boue, le bleu du fond de la piscine. Là, il y avait des portes qui s'ouvraient sur des cellules. Elles étaient recouvertes d'une plaque métallique. Et dans ces cellules, on est rentré dans toutes les cellules. Alors, elles étaient de plus en plus hautes au fur et à mesure qu'on allait au fond du couloir. Et sur les murs, il y avait des traces de sang, de déjection, des traces de moustiques écrasés. Ça finissait même par faire une frise qui avait une certaine esthétique. C'est peut-être choquant de le dire, mais c'était vrai. Je ne sais pas si ça a été délibéré ou pas. Il y avait par terre un bidon, ces bidons dans lesquels on voit de la confiture pour les collectivités qui doivent contenir 3-4 litres. Et nous a-t-on dit, c'était ceux dont disposaient les patients, les victimes, pardon, lorsqu'ils étaient dans la cellule, quel que soit le nombre. Donc, bien souvent, ça débordait, et vous imaginez l'odeur qui en résultait, et la honte. Il y avait aussi des petites boîtes de corned beef qui doivent faire un quart, dans lesquelles d'ailleurs il y avait encore des restes de riz sec. Ça m'étonnait que depuis quelques mois, le riz soit resté. J'ai appris que la piscine avait repris du service pendant quelques jours et qu'il a fallu le courage de mettre Mahamat Hassan Abakar pour menacer de se mettre en grève dans le cadre de la commission d'enquête si on se servait encore de la piscine pour incarcérer. L'air et l'eau étaient distribués par des vasistas qui étaient à la jonction du toit et du plafond, qui devaient faire, je ne sais pas, 40 cm sur 20 à peu près, avec des barreaux. Et à l'extérieur, on nous a montré le tuyau de caoutchouc plastique, par lequel on donnait de l'eau. Alors on passait
le tuyau par le vasistas. Et là, il fallait bien viser pour remplir la bouteille d'eau qu'on avait à disposition, ou les petites boîtes, ou quoi que ce soit, ou même en avoir un peu pour se laver la figure. Il y avait des gardes qui étaient plus généreux que d'autres, qui laissaient un peu plus longtemps l'eau couler, mais d'autres qui étaient au contraire, qui ajoutaient à la cruauté de la situation en donnant très peu d'eau. On peut imaginer l'ambiance qui pouvait régner dans des cellules où chacun voulait avoir sa goutte d'eau. Il y avait des araignées, des toiles d'araignées partout. Et les cellules du fond, qui avaient le vasistas le plus haut, étaient celles évidemment qui avaient le moins accès à des courants d'air, à un peu d'air pour respirer. C'était tellement irrespirable que je vais vous dire ce que m'a confié un de nos patients. Lorsque quelqu'un mourait, il pensait que, puisque les cadavres refroidissent, que c'est là qu'il pourrait avoir un peu de fraîcheur. Donc, il se couchait contre le cadavre pour avoir un peu plus frais. Je ne sais pas si c'était une solution placebo ou une vraie solution, mais toujours est-il que ça donne l'idée des conditions dans lesquelles les gens vivaient leur incarcération. Nous avons vu d'autres lieux qu'on nous a signalés, mais nous ne les avons pas visités, sauf le camp des Martyrs, où nous avons eu l'occasion de voir des prisonniers de l'époque actuelle et d'avoir une petite idée de l'intérieur de cette prison. Mais nos patients nous ont parlé de bien d'autres lieux d'incarcération. Dans la nouvelle présidence, qui était presque terminée quand Déby est arrivé au pouvoir, dans les sous-sols de cette ancienne présidence, à vol d'oiseau, c'était pas loin de la DDS, dans l'ancienne présidence. Et un de nos patients, courageusement, a été photographié dans la cour. Alors, vous me pardonnerez de ne pas être exact, je ne me rappelle plus si c'est l'ancienne présidence ou la primature. Mais un cabanon fait entièrement en tôle ondulée, mur, toit, avec une découpe sur un côté qui devait faire 30 sur 20 à peu près, une porte toujours en tôle ondulée, et c'est là qu'on avait aussi incarcéré des patients. Inutile de dire les conditions dans lesquelles on peut être quand on est dans une structure de la sorte alors que le soleil tape. Voilà ce que j'ai pu constater pour ces lieux d'incarcération. Maintenant, une fois que nous avons visité la piscine, on nous a fait voir les bâtiments annexes. Ces bâtiments annexes, c'est en fait là où se faisait la torture de la DDS. C'était sans doute les pièces où on mettait le matériel de baignade, où on venait se déshabiller. Et la première chose que nous a montré le soldat qui nous servait de guide, ça a été 2 fils qui étaient au mur. Et ces 2 fils, nous a-t-il dit, ce sont les fils qui reliaient, c'est le fil téléphonique qui nous reliait à la présidence. Et le président pouvait dire si oui ou non il fallait continuer, il donnait des conseils. Il y avait aussi, à part ça, il n'y avait plus rien dans ces salles, mais on nous a montré dehors un gros nimier avec une branche, et là, nous a-t-on dit, à cette branche, c'est là qu'on suspendait les victimes. Quelquefois, après leur avoir fait ingurgiter de l'eau, on les attachait par les poignets ou par les pieds, on les hissait sur cette branche et puis on les laissait tomber. J'ai eu l'occasion de voir une Gatagolie, je ne sais pas si il a témoigné, mais j'ai pu voir la chance qu'il a eue de tomber sur les genoux, de le déboîter, mais de ne pas mourir d'une histoire au niveau des organes centraux, comme la plupart des gens qui avaient été soumis à ce genre d'exercice. Donc, nous avons demandé à voir quelques patients pour voir comment il fallait nous organiser. Et dans les jours suivants, nous nous sommes retrouvés à la DDS, où siégeait la commission d'enquête, avec une 30, 40, je ne sais plus exactement les chiffres,
mais c'était de cet ordre-là, de personnes tristes, affalées, qui attendaient qu'on vienne les aider. Là, il y avait eu un communiqué à la radio, je crois, leur proposant de venir se faire soigner, voir des médecins. Nous avions apporté quelques médicaments vraiment de base. Et ce qui nous a frappé, c'est deux aspects. D'abord, la tristesse, l'écrasement de ces personnes, et ensuite leur dénuement. Je sais que quand arrive une association occidentale, on se dit « Ah, elle nous apporte des choses et on va demander ». Ça n'était pas le cas. Et la demande qui m'a le plus émue de quelqu'un qui vraiment avait tout perdu, sa mobilette, sa maison, sa femme était partie, il n'avait plus rien. Il m'a dit « Je vous demande qu'une chose, c'est un petit bout de savon pour que je puisse me laver. Je n'ai pas d'argent pour acheter même du savon. » Il n'avait pas abusé dans cette demande et ça donnait une idée du dénouement de ces personnes. Ce n'était pas celles qui avaient de la famille, ce n'était pas celles dont les familles avaient pu assurer éventuellement leur évacuation sanitaire qui étaient là. C'était des hommes qui avaient tout perdu et qui n'avaient rien à récupérer en sortant. Nous avons posé quelques questions. Nous avons essayé d'établir quelques diagnostics. Nous ne voulions pas faire de consultation au sens propre du terme, parce que les gens étaient tous ensemble, mais avoir une idée de ce dont ils souffraient. Donc, misère sociale, c'est sûr, ne pas dormir, et grosso modo, on a mal partout. C'était à peu près ce que nous avons tiré de ce premier entretien. Lorsque nous avons réalisé qu'en fait, cet entretien, on était parti, je dirais, avec beaucoup d'élan pour comprendre ce qui leur était arrivé, et c'est à la fin de la consultation qu'on a fait la relation entre le fait que nous étions en train d'interroger des victimes dans le lieu où ils avaient été interrogés par leur bourreau. Et donc, on a dit, on veut bien revenir, mais à condition que nous ayons un lieu qui soit loin de cet endroit, qui soit calme, qui soit discret, et où on puisse avoir un véritable échange individuel avec chaque personne qui souhaitera nous rencontrer. Nous sommes revenus 3 mois après. Nous avions de l'argent du fonds de l'ONU pour les victimes de torture. Et nous avons commencé, là, une vraie consultation. Nous avions obtenu des bâtiments qui appartiennent à l'Église catholique, je pense. C'est des bâtiments préfabriqués où nous avions 3 pièces, une pour les médicaments et puis 2 pour les consultations. Et sous une espèce de paillote, il y avait des troncs d'arbres qui servaient de chaises pour l'attente, des canaris pour la soif. C'était bordé de hauts murs, un peu en dehors de la grande route qui va à la radio. C'était parfait. C'est donc là que nous avons commencé à recevoir les patients. Ils arrivaient pour la plupart avec un petit carton rouge et le tampon de la commission d'enquête avec un numéro de dossier, ce qui nous évitait de nous poser des questions sur l'authenticité de ce qu'ils avaient vécu, puisque ça avait déjà été, leur histoire avait déjà été, si je peux employer ce terme, homologuée par la commission d'enquête. Nous savions d'expérience que parler de ce qu'on a vécu, de la torture, c'est très difficile. Que d'autre part, il ne faut pas hiérarchiser pour les victimes. C'est-à-dire que s'ils vous disent « j'ai mal à l'estomac, à la tête, etc. », on dit « ah bon, on va s'occuper de l'estomac ». C'est à eux de dire ce qui vraiment ils voudraient soulager le plus vite possible. Et la question standard, si je peux dire, ça a été « je voudrais dormir ». Parce que les douleurs physiques, les cicatrices, les maladies organiques qu'on peut tirer d'une telle expérience, si je peux employer ce mot,
Ces douleurs-là ne sont rien comparées à l'horreur des nuits. On s'empêche de dormir parce que la nuit, on fait des cauchemars. On s'empêche de dormir parce que si on dort, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va venir vous réveiller en disant « c'est l'heure, on y va ». On s'empêche de dormir parce que si vous avez un gosse qui pleure, ça va réveiller tellement de souvenirs que vous ne pourrez pas dormir. Et c'est de tous les pays, dans toutes les cultures, la demande qui est faite en premier. Je voudrais dormir. Ensuite, où est-ce que vous avez mal? J'ai mal partout. Alors, j'ai mal partout, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire qu'ils ont été traités de telle façon, leur corps a été soumis à de telles pressions, à de telles manœuvres, qu'effectivement, ils peuvent avoir mal partout. Mais ils n'ont pas toujours mal partout au même moment. Donc, on essaie un petit peu de voir quelle est la douleur qu'on pourrait soulager, là aussi, en premier, après le sommeil. Et puis on a la surprise, de jour en jour, de consultation en consultation, de voir que les plaintes se modifient, que ce qu'on n'avait pas dit une fois, on va le redire une autre fois, que ce jour-là, c'est une autre plainte qui fait mal. Et que cette espèce de puzzle qui se construit de consultation en consultation, ce puzzle, c'est la conséquence de la torture. Alors il y a des preuves objectives. Il y a les cicatrices, par exemple. Il y a des traces de fractures. Il y a des articulations qui ont été touchées. Vous imaginez que l'arbatatchar, qu'on vous a décrit sûrement, qui consiste à allier, non pas les poignets, mais les bras dans le dos en serrant très fort, de façon à faire bomber la poitrine, puis les chevilles, et de rattacher les liens de la cheville aux liens qui tiennent le bras, donc le corps est en hyperextension. Et l'arbatatchar laisse des traces sur la peau, laisse des traces sur les bras, laisse des traces sur les chevilles, et laisse des traces sur la colonne vertébrale, sur les articulations sternocostales, sur les épaules. Et on a vu beaucoup d'épaules démolies, une ou deux, avec des subluxations, des luxations récidivantes, ou des ruptures de la coiffe qui entraînent une certaine invalidité et douleur. On a vu des brûlures, on a vu des traces de coups de fouet, on a vu des excoriations sur des genoux, on a vu des traces sur le crâne, on a vu... Et toutes ces cicatrices, quand on se regarde, on les voit. Et ces cicatrices, elles vous ramènent encore dans la salle de torture. Je sais des patients qui ne pouvaient pas se regarder dans la glace et qui très vite mettaient leur chemise pour ne pas voir ces traces sur les bras. Il nous est arrivé à Paris de voir des patients qui disaient « j'ai eu l'arbatatchar ». Ils avaient curieusement une cicatrice circulaire au niveau du bras, qui nous a paru suspecte parce qu'elle ne ressemblait pas aux autres. C'était une cicatrice vraiment circulaire. On n'avait rien à l'autre bras, rien aux chevilles. Finalement, c'était une cicatrice de gris-gris qu'il avait portée. Il avait un peu grossi, et donc ça avait atteint la peau. Mais ça n'avait rien à voir avec l'arbatatchar. On s'en est souvenu, mais on n'a jamais eu à faire de diagnostic différentiel de cet ordre au Tchad, parce que les patients que nous recevions se contrôlaient les uns les autres, si je peux dire. Nous n'avons jamais eu à la consultation, sauf 2 militaires qui sont venus avec leur kalachnikov, demander à être soignés, militaires oblige, et on leur a dit très gentiment qu'on leur donnerait quelque chose s'ils avaient une plainte spéciale, mais qu'ils laissaient leur kalash à la porte. Et qu'ils disent à leurs collègues que nous ne recevions pas l'armée, qui avait eu déjà les soins du CICR. Donc, et puis un jeune garçon, un petit peu débile, qui pensait que peut-être il pourrait avoir des choses gratuites, mais là aussi, il a été très vite identifié, gentiment mis à la porte. C'étaient les seuls cas, si vous voulez,
où nous avons eu à nous défendre de fausses demandes. Posez-moi des questions, parce que ça me permettra de recentrer peut-être mon discours et d'avaler ma salive. Non, madame, en fait, c'est à vous d'exposer à la Chambre ce dont vous avez eu connaissance et ce que vous souhaiteriez partager avec la Chambre. À l'issue de cela, certainement, il y aura des questions, soit d'éclaircissement ou en tout cas des questions qui vont provenir soit du procureur, soit de la Chambre, soit des autres parties. Je vais parler de la défense et des parties civiles pour voir effectivement d'abord votre crédibilité et l'exactitude des faits. Donc, c'est à vous présentement de nous dire exactement... Je vais vous demander la permission d'avaler un peu d'eau. Absolument, c'est prévu pour ça. Vous êtes équipé? Par ailleurs, il y a une chaise qui est réservée à vous, si d'aventure vous voulez vous asseoir. Pardon, je m'excuse, j'étais distraite là-bas. Non, justement, on disait qu'il y avait une chaise qui était réservée, si d'aventure vous voulez vous asseoir. Écoutez, pour le moment, je suis bien, mais je saurais qu'il y a une chaise qui m'attend. Merci beaucoup, Ok. Monsieur le Président. Merci. Donc, nous avons vu... nous sommes venus au Tchad donc, de 91 à 96. Nous sommes venus de façon intermittente parce que notre expérience de la Guinée, où nous étions restés avec une mission en état de fonctionnement, si je peux dire, pendant une année et un peu plus consécutive, n'avait pas permis d'impliquer des médecins guinéens dans notre équipe, ce que nous souhaitions a priori. Nous avions découvert que, en fait, nous bénéficions de notre image d'individu totalement neutre et étranger à ce qui avait pu se passer pendant les années de Sékou Touré. Donc les gens nous faisaient parfaitement confiance, d'une part. D'autre part, nous leur donnions du temps. Et cette notion de temps n'est pas une notion, je dirais, prioritaire dans des consultations de médecine, dans des hôpitaux surchargés de demandes, où on fait des examens physiques répondant à la demande du patient, mais une prise en charge globale, comme il nous semblait qu'il était nécessaire de pratiquer vis-à-vis de personnes qui ont subi des traumatismes graves. Et on ne dira pas que la torture n'est pas un traumatisme gravissime, nécessite une prise en charge à la fois physique, psychologique et sociale. J'ajouterais juridique, mais là nous sommes dans le cœur du sujet. Donc, les patients n'avaient pas confiance et nous avaient demandé de ne pas inviter de médecins guinéens, que c'était mieux avec nous, etc. On était à moitié convaincus quand même, et au Tchad, nous avons essayé d'inclure des médecins, et pour les encourager, on a proposé de ne venir que par intermittence, leur laissant entre-temps les lieux. On avait payé un petit loyer symbolique, les lieux étaient gardés, les dossiers, les répertoires, enfin tout ce qui leur permettait de recevoir les patients et de les traiter. Les médecins avec qui nous avons créé des liens étaient des médecins qui, pour la plupart, appartenaient à la Ligue tchadienne des droits de l'homme, donc a priori dévoués à la cause des droits humains. Mais là, c'est la même chose qu'en Guinée. On disait « Ah, mais on préfère que ce soit vous ». Ou bien, ils venaient à la consultation, il y avait très peu de monde. Ils étaient un peu blessés, ce que je comprends. Mais c'était comme ça. On avait notre image de praticien neutre et habitué aussi à prendre notre temps avec des patients.
Donc, nous avons essayé de former, d'expliquer quelle était notre stratégie pour comment est-ce qu'on fait quand quelqu'un ne veut pas parler, complètement bloqué sur lui-même, quels sont les détails qui peuvent attirer l'attention sur telle ou telle pathologie. Nous nous sommes aperçus que la meilleure pédagogie, c'était celle que nous faisions à travers la télévision, où on expliquait ce qu'on faisait, ce qu'on donnait dans les grandes lignes, les grands principes, si vous voulez. Et ces principes, petit à petit, ont été adaptés aux consultations. Et petit à petit, on a vu des médecins, effectivement, se mettre à partager un peu notre façon de travailler. Mais dans un pays où on a besoin de gagner sa vie, où chaque consultation compte, je peux imaginer qu'une consultation qui peut durer une demi-heure ou une heure ne permette pas à quelqu'un de faire vivre sa famille. Donc, c'est en toute bienveillance qu'on a compris les difficultés de ces médecins tchadiens. Cependant, on n'a pas abandonné l'idée de formation à la fois à ce qu'est la torture, la prise en charge et la justice concernant ce que la justice peut apporter aux victimes de torture. Je voudrais vous parler maintenant. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'Arbat al-Char. On voit les conséquences à long terme, on voit les cicatrices. Quelquefois, elles ont été peu importantes et avec le temps, ça fait maintenant plus de 20 années, elles se sont effacées. Quelquefois, on les voit à jour frisant, on les devine, il faut vouloir les chercher. Quelquefois, elles sont très évidentes. Alors, tout dépend de la qualité de la peau, de la durée du sévice, mais les conséquences peuvent être horribles. Nous avons un homme, c'est un paysan, qu'on a soumis à l'Arbat al-Char. C'était la fin du Ramadan, de la journée de Ramadan, et c'était l'heure d'aller manger. Les gardes qui avaient faim l'ont oublié. Et le lendemain, quand on l'a retrouvé, il avait une gangrène des 2 bras, on a été obligé de faire une amputation au-dessus du coude. Vous imaginez cet homme, travailleur manuel, et même pas travailleur manuel, mais en plus travailleur manuel, dépourvu de ses 2 mains. Ça, c'était le cas extrême. Mais ce qu'on voyait, et ça n'est pas que la douleur, ce n'est pas que les membres, les épaules arrachées, la colonne vertébrale mise à mal, etc. C'est lorsqu'on défait les liens. Ils ne peuvent plus remettre les bras en avant pendant un moment. Alors, ils sont ankylosés. Puis petit à petit, les bras reviennent. Mais les mains ont perdu leur usage. Et pendant des jours, des semaines, quelquefois des mois, et encore, il y en a qui en souffrent maintenant, il y a une anesthésie des mains qui fait qu'on ne peut pas s'en servir. Alors, qu'on s'en sert avec maladresse, disons. Et vous imaginez les premiers jours où on ne peut pas se servir du tout de ses mains. Il faut manger. Il faut essayer d'avoir de l'eau. Alors on mange comme un chien. Le nez contre l'assiette, contre la gamelle. On a besoin d'être aidé pour baisser son short ou son pantalon si on en a un. Et ça peut durer longtemps. Et cette humiliation-là, c'est quelque chose qui reste dans la tête et qui alimente les cauchemars, bien plus encore que la douleur. Je vais vous parler de l'Arbat al-Char parce que ça m'a permis de faire comprendre ce que c'est que ce qui se passe tout de suite après. Même chose pour les chocs électriques. Plusieurs patients, un nombre non négligeable, nous ont dit qu'ils avaient eu des chocs électriques, des fils dénudés, qui mettraient sur les mamelons, sur les organes génitaux, sur différentes parties du corps, qui pouvaient brûler ou pas brûler, ça dépendait de l'état de la peau, de la sueur, etc. Il y a toujours un facteur individuel, si vous voulez, conjoncturel, qui fait que à torture, je dirais, égale, les conséquences ne sont pas les mêmes suivant les individus. Donc, l'électricité, ça entraîne une contracture intense des muscles et un relâchement d'autres muscles
On perd les urines et on perd les selles pendant les séances de choc électrique. Et ça, c'est une humiliation majeure, encore plus que la douleur que peuvent entraîner ces secousses extrêmement violentes. Des listes de moyens de torture, je ne sais pas si ça a un gros avantage, mais disons que l'électricité, Arbatachar, le tabassage, l'ingestion forcée d'eau. Quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant, c'est le port des baguettes. Alors ces baguettes, c'est une horreur. Il y a peu de gens qui peuvent en parler parce que la plupart en sont morts. On met 2 baguettes de bois qu'on attache devant et derrière la tête, on les met au-dessus de l'oreille, et on serre ces liens. On les serre tellement que l'un d'eux qui avait assisté, qui n'a pas subi, m'a dit que tout d'un coup, il se mettait à saigner du nez, saigner des oreilles, et les yeux, c'était comme des yeux de caméléon. Je me rappelle cette expression, des yeux exorbités, ce qui veut dire que le contenu de la boîte crânienne était écrasé. Inutile de vous dire que les gens en mouraient. Donc, quelques-uns ont survécu à ce genre de sévices, mais très peu. Le fait d'avoir été le témoin était en soi une torture, c'est-à-dire un traitement cruel, dégradant, humiliant. Je m'arrête là sur la définition. Les coups, l'électricité, l'Arbatachar, les privations de nourriture, les privations de boissons, qui n'étaient pas systématiques, mais en soi déjà le régime carcéral était un régime de privation chronique, j'y reviendrai. On nous a parlé d'une variante aussi des baguettes. Alors là, c'était des baguettes métalliques qu'on attachait devant et derrière, et on les frappait avec une barre métallique, ce qui entraînait un bruit terrible dans la tête, qui était effrayant, insupportable, mais qui n'avait pas les conséquences, m'a-t-il semblé, sur la vie des personnes qui l'ont subi. Il y en a 2, je crois, qui nous l'ont décrit. Il y a eu, nous a-t-on dit aussi, des gens qui ont été attachés à l'arrière d'une voiture, les mains et les pieds entravés, on leur met le tuyau d'échappement dans la bouche qui brûle, et puis on fait passer les gaz, ça asphyxie. Il y a eu des ingestions d'eau, eau mélangée à du fioul. Il y a eu tant de choses que je ne sais pas s'il est nécessaire de faire une liste exhaustive. Je crois que l'important, c'est de dire que la torture, c'est quelque chose qui torture très longtemps, qui torture dans le corps en laissant des séquelles. Vous imaginez qu'une colonne vertébrale d'un homme jeune, musclé, qui a été soumis à l'Arbatachar, eh bien, 20 ans après, il peut présenter des signes d'arthrose qui sont dus à cette espèce d'exercice forcé qu'on a fait faire à la colonne vertébrale. La torture torture longtemps parce qu'il y a des séquelles. La torture longtemps parce qu'elle est dans la tête. Et ce n'est pas quelque chose... Bon, quand on voit un film de James Bond, il peut être torturé, mais le lendemain, il est sur la plage en train de s'amuser. C'est quelque chose de bien plus long, bien plus difficile, et qui touche vraiment un individu dans toutes ses composantes. Je parlais de la composante sociale. La société, elle commence à la famille. Vous imaginez l'arrestation d'abord. L'arrestation, vocifération, les voitures entourent le quartier, entourent la maison, la concession, la cabane, ce qu'on a. On fait sortir la femme, les gosses, tout le monde pleure, on prend le mari, on le tape, on le fourre dans le coffre ou dans la voiture, et on prend tout ce qu'il y a à prendre.
les clés de voiture, s'il y a des voitures, le numéro du coffre, s'il y a un coffre à la banque, la télévision, tout ce qui peut servir est emporté. Les enfants ont assisté à ça. Comment vont-ils vivre après ? Là, nous avons fait une consultation pour les enfants à l'aide d'un instituteur qui lui-même avait été emprisonné et torturé. On avait fait un questionnaire pour essayer d'identifier les enfants à problème, fils, proches de personnes arrêtées, de façon à ce qu'on puisse faire une évaluation des difficultés qu'ils rencontraient depuis la mort, la disparition ou le retour de leur père. Nous avons eu 169 fiches pour la ville de N'Djamena, sur lesquelles 119 se sont présentés à la consultation, accompagnés le plus souvent de leur grand-mère, quelquefois de leur mère ou d'un grand frère. Ce qui dominait, c'était le marasme social. Les grands-mères n'avaient pas d'argent, le mari était décédé ou disparu. Comment est-ce qu'il fallait en parler aux enfants ? Il y avait une espèce de poids qui régnait dans la famille. Et nous avons demandé à un pédiatre d'enfants, un psychopédiatre, de venir à N'Djamena pour recevoir les enfants qui, sur ces 119, nous avaient paru présenter des problèmes de relations familiales importants. Je crois que le psychiatre avait une 60aine d'enfants, c'est-à-dire à peu près 1 sur 2. Le gros problème qu'il avait décelé, c'était le problème du silence. Ils avaient vu leur père disparaître, puis ils ne savaient pas ce qu'ils étaient devenus. Et la famille n'osait pas dire qu'il était décédé quand elle le savait. N'osait pas dire qu'au départ de Habré, on n'avait pas retrouvé trace, qu'il était mort ou qu'il était disparu. On ne savait pas ce qu'il était devenu. Et on a essayé de donner des mots à ces familles, à ces grands-mères, à ces mères, pour qu'elles puissent en parler aux enfants. Et que les enfants sont très finaux, ils comprennent très bien les choses en fait. Ils ne mettent pas des mots sur les choses, mais ils les conçoivent. Donc une fois que les mères ou grand-mères ont accepté de parler choisissant un peu les mots de ce qui s'était passé aux parents, la situation familiale s'est arrangée. Il y avait donc ce problème-là. Il y avait le problème de l'argent. Ces enfants n'étaient pas soignés par manque de ressources. Et puis, il y avait quelques cas d'enfants gravement traumatisés. Et ces enfants-là, c'était des enfants sans sourire. Des enfants à qui on a demandé de nous dessiner quelque chose, un dessin libre, n'importe quoi. Il y en a un, j'ai en tête, il m'avait énormément touchée, il devait avoir une 12aine d'années, il était devant sa feuille, il tenait le crayon, il a fait un point, puis il est resté sur ce point, la tête ailleurs, il n'arrivait pas à faire quoi que ce soit. Après entretien avec le père, alors, il ne faisait rien à l'école, par contre c'était un excellent joueur de football, tout ce qui n'était pas scolaire, ça allait bien, mais il refusait de travailler dans le domaine qui était le domaine de son père, puisque son père était enseignant. Il avait assisté à l'arrestation de son père, il avait vu son père revenir dans des conditions de misère physiologique intense. Et ce père voulait que son fils aîné soit exemplaire, et lui, il ne voulait pas. Donc la situation était bloquée. Et elle ne s'est débloquée que lorsqu'il est parti vivre chez ses grands-parents dans une préfecture, loin de N'Djamena, où il a été soulagé de la présence de ce père qu'il n'arrivait plus à aimer. L'inverse peut se passer, ce n'est pas une question d'amour d'ailleurs. Le fait d'avoir reçu tant de violence sans pouvoir riposter, d'avoir été tellement atteint au plus profond de sa dignité, va entraîner des crises de violence, une espèce de retour
ou quelque chose qui s'est enquisté dans la tête, qui un beau jour explose. Je voudrais vous parler d'un enfant que nous avons connu à notre arrivée à N'Djamena. Il devait avoir 18 mois, 2 ans. C'est un enfant qui ne souriait jamais. Un petit bambin, un beau petit garçon, qui ne souffrait pas de conditions matérielles défavorables. Mais on n'a jamais réussi à avoir un sourire. De mission en mission, nous allions le voir. Son père habitait pas très loin de notre hôtel. Un jour, on lui a apporté un gros paquet de bonbons avec une belle ficelle rose en disant « ça le fera sourire ». Puis le père est venu nous voir à l'hôtel. L'hôtel, c'était notre annexe. C'était notre annexe de psychothérapie. Vous savez que la nuit tropicale tombe tout d'un coup et que la pénombre, c'est bon pour les confidences. C'est là qu'on peut se vider son sac. Et le père est venu nous voir un jour en nous expliquant que ce petit garçon, quand il a été libéré, pleurait, pleurnichait, comme tous les gamins. Et un jour, il a été pris d'une fureur en l'entendant crier. Ça lui rappelait la prison, ça lui rappelait la torture. Il a pris le gosse et il l'a jeté contre le mur. Ce petit garçon a eu un traumatisme de la cuisse qui nous a fait ensuite voir. Il avait effectivement une bosse. Est-ce qu'il a eu une fêlure du fémur? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'une fois que le père nous a parlé de cette violence, à ce moment-là, le petit garçon a commencé à pouvoir sourire. Leur relation s'était retrouvée normale. Et le père essayait qui était très très coupable d'avoir fait ce geste qu'il dépassait, arrivait à modérer ses pulsions et à ne plus avoir de gestes douloureux, d'autres qu'il a eu, d'autres enfants dont il s'est occupé avec beaucoup de tendresse par la suite. Je revois un petit peu, si vous permettez. Bien, madame, je ne sais pas si vous avez terminé. De toute façon, peut-être avec les questions qui seront posées par les uns et les autres. J'ai Oui. un petit quelque chose encore à ajouter. Ok, donc vous y allez alors. Voilà. J'ai essayé de voir, au moment de l'instruction de cette affaire, qu'est-ce que nous pouvions tirer de nos dossiers qui puissent intéresser la Cour. Sur les motifs d'arrestation. Inutile de dire que toutes ces choses-là, ces informations sont venues spontanément et qu'on ne posait pas de questions, on laissait les gens dire ce qu'ils voulaient nous dire. Il y a eu un certain nombre de patients, une dizaine, qui nous ont dit « J'ai été amené devant Habré. En Guinée, beaucoup nous disaient « Oh, Sékou ne savait pas, si Sékou avait su, etc. » Et là, on nous disait « Habré, ben, il savait, on lui téléphonait pendant qu'on nous torturait. Et puis on nous a amenés devant Habré. Ou Habré est venu nous voir à la prison. Il ne pouvait pas l'ignorer puisqu'on était dans les sous-sols de la nouvelle présidence ou de l'ancienne. Ça, c'était sur Habré. Sur les raisons d'arrestation. Sur les raisons d'arrestation, j'étais Zarawa et on était en 89 et on a arrêté les Zarawa. J'étais jardinier dans un Zarawa, mais je n'étais pas Zarawa. Mais on m'a arrêté quand même parce que je travaillais pour un Zarawa. J'étais à Adjiraï. J'étais instituteur, pas du tout à Adjiraï, mais on m'a arrêté quand même parce qu'on pensait que mon nom était Adjiraï. Il y a eu les prisonniers de guerre, mais ça c'est un chapitre à part. On m'a arrêté parce que la veille, j'avais dîné avec Habré, qui m'avait invité à la présidence, et je lui parlais de mes affaires qui étaient florissantes.
Et 2 jours après, j'ai été arrêtée. On a pris toutes mes voitures. On a vidé mon compte en banque. J'étais diabétique. Je suis restée à la piscine pendant des mois. Avec cette idée, mais comment est-ce que Abré, qui m'avait reçu si amicalement, a pu faire ça? Il y avait toutes sortes de raisons. Évidemment, on pouvait être toujours accusé d'un complot, mais aussi si des gens bien placés à la DDS convoitaient voiture, mobilette ou épouse. On arrêtait. Et puis il y a ceux qui ne savent pas pourquoi ils avaient été arrêtés. Un étudiant était au café avec d'autres étudiants. Il a dit à un moment, oh, il y en a assez de leurs efforts de guerre. Les grandes oreilles de la DDS étaient là. Il a été arrêté, lui et ses camarades. Son frère a été tué 2 jours après. Lui en est sorti, mais pas très bien dans sa tête. Et quand on n'est pas très bien dans sa tête, on n'est pas soigné, pas écouté, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des dérivatifs à son mal-être. Et ce garçon s'est mis à boire d'une façon qui était quasiment irréversible. Je vais sortir mes papiers, ça va m'aider. On est arrêté aussi parce qu'on avait fait un voyage à l'étranger. Je crois que c'est à peu près tout ce que je pourrais vous dire. Par exemple, je prends un dossier, pas tout à fait au hasard parce que je les ai quand même choisis, mais ce jeune homme est un gendarme. Il a été arrêté parce qu'il s'opposait aux exactions du commandant. Il a été attaché à patate de char, bastonné pendant des heures, il a perdu connaissance, son index a été cassé. Il se plaint de vertige, il a mal au rein. Il s'endort s'il n'a pas de vertige, mais très peu de temps parce qu'il a des cauchemars. On lui tire dessus, il voit des personnes mortes, il se trouve dans l'eau, il se voit voler, il hurle la nuit, etc. etc. C'est un dossier type, mais nous en avons beaucoup comme ça. Ça, c'est les implications de Abré. Ce qu'on appelle le génocide. On nous a demandé d'aller à Béché. Nous avons fait quelques virées, si je peux dire, dans les préfectures, et ça a été notre premier voyage à l'intérieur du pays. Là, on avait demandé au secrétaire de mairie d'Abéché d'organiser la rencontre avec des survivants de l'époque. Et à notre surprise, nous avons vu 2 survivants de la torture, parce que tous les autres étaient morts, soit dans le transport entre Abéché et Djamena. On peut imaginer que ce n'était pas un transport médicalisé. Soit ils étaient morts sur place, soit ils étaient morts ensuite à Djamena. Morts ou disparus, certains n'ont jamais su ce qu'il était advenu d'eux. Et ce que nous avons vu, c'est beaucoup de femmes. Alors que les femmes hésitaient beaucoup à venir nous voir à la consultation. Pour des motifs, je dirais, de pudeur. Aller dire qu'on a été torturé, c'est faire l'aveu implicite que peut-être on a eu des sévices sexuels et les familles n'apprécient pas beaucoup. Donc, nous voyions peu de femmes, mais là, il y avait une quarantaine de femmes qui portaient 2 petites mèches le long du visage, qui étaient le signe des veuves. Et lorsqu'on les a entendues, elles nous ont expliqué que, bien sûr, elles voulaient bien se remarier. Les Araouas se remarient, si leur mari meurt, avec le frère ou le cousin le plus proche du mari. Mais voilà, tous les hommes avec qui on pouvait se marier étaient morts. Ça donne une idée de l'extension des morts des Araouas, là, dans l'est du pays. Et ces femmes en étaient les témoins. Elles vivotaient, elles avaient très peu d'argent, elles vendaient des beignets. Mais elles ne se plaignaient pas, elles étaient simplement soumises au destin.
Il y avait un jeune garçon qu'on nous a envoyé à Béchet. Jeune garçon d'une bonne famille, cultivé, aisé. Et ce jeune garçon ne pouvait pas oublier l'arrestation de son père. Ça l'empêchait de dormir. Donc, on lui a fait un peu de psychothérapie. On dirait que c'est une psychothérapie de café du commerce. On n'avait pas beaucoup de temps. Mais on essayait d'aller à l'essentiel. Et comme on venait peu, on essayait de l'apporter à nos paroles. On a dit à ce petit garçon, si ton père était vivant, qu'est-ce qu'il aimerait que tu fasses? Et on lui a demandé de t'y attacher, de faire ça, et d'essayer de gommer de sa tête l'idée de l'arrestation de son père, en faisant plaisir à son père. J'ai eu des nouvelles de lui, ça a marché. Ça ne marche pas à tous les coups, on n'est pas des bonnes fées, mais quelquefois, on tombe sur la parole qui va permettre de remettre sur les rails un individu et à plus forte raison un enfant. On nous a parlé beaucoup aussi des morts, des gens qui sont décédés. C'est impressionnant. Je sais qu'il y a eu des études qui ont été faites, mais nous avons fait venir à Paris, pour l'opérer, un survivant, Zahraoui Ouadjiraï. C'était une des deux communautés, j'avoue que j'ai un doute, mais en fait, une de ces deux communautés. Il avait été arrêté parce qu'il appartenait à la communauté. Et il avait reçu une balle dans la joue qui avait déformé sa mâchoire et sa pommette, mais il était le seul survivant sur 17. On les avait emmenés dans les environs de Djamena, et Kalachnikov, et lui, il s'est retrouvé sous des cadavres. Il avait le visage très déformé, il a demandé si on pouvait lui faire quelque chose. Des bourses sanitaires, l'ambassade ne nous en donnait pas beaucoup, mais on a des amis chirurgiens plasticiens à Paris qui ont bien voulu se débrouiller avec leur hôpital pour le faire venir. Il a été opéré et son visage a été remis, je ne dirais pas normalement, mais il était déjà beaucoup mieux. Et pour dire à quel point il était mal dans sa tête aussi, nous l'avons logé dans un petit hôtel, pas très loin de notre lieu de consultation. Il est resté hospitalisé 48 heures et on avait prévu un séjour de 5-6 jours à Paris. J'ai été le voir et je lui ai proposé d'aller faire un tour de Paris, qu'il voit la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe quand même. Il était en France, ça valait le coup, c'était un dimanche. Il était assis dans la salle d'attente, dans le hall de l'hôtel. Il ne voulait pas bouger, il n'avait pas envie. Et cet aspect de dépression, c'était un aspect extrêmement fréquent chez les victimes de torture. Ça, je vous ai parlé de l'irritabilité, j'essaie de recentrer un peu les séquelles psychologiques, la dépression, l'irritabilité, les cauchemars, l'évitement des lieux qui peuvent rappeler la torture. Certains nous disaient, je ne passe pas dans la nuit du général de Gaulle qui a la DDS parce que ça me rappelle trop, je fais un tour. C'est très fréquent. L'évitement, c'était éviter que les enfants pleurent parce que ça rappelait. Le fait de ne plus avoir d'espoir en rien, une espèce de désillusion qui fait partie de la dépression, tous ces phénomènes-là, lorsqu'ils sont durables, constituent ce que les Américains, qui ont le sens des raccourcis, ont appelé un PTSD, c'est-à-dire post-traumatique stress disorder, avec des statistiques sur les vétérans du Vietnam, de la guerre de Corée. Ils ont fait des statistiques pour montrer que les victimes de stress important avaient une configuration pathologique, mentale, avec des traits qu'on retrouvait d'individu à l'autre. On s'en est servi parce que c'est commode, mais on n'a jamais fait des croix dans un papier en disant « ben oui, il en a 5, donc c'est bien un PTSD ». J'ai jamais pu fonctionner avec des statistiques à l'américaine. Ça, je suis navrée, je suis trop latine de culture pour me soumettre à ça. Mais lorsque nous avions beaucoup de monde, nous avons fait des 10 points. Commencez dans votre tête. Je ne dors pas, j'ai peur, je n'ai pas envie de me lever le matin, enfin, des choses très simples. Et on l'a distribué en français ou en arabe. Et là, quand même,
je me rappelle, ah oui, ah mais c'est ça, ah mais c'est bien ça, c'est ça qui se passe dans ma tête. Donc on leur apportait des mots pour pouvoir se plaindre de ce dont ils souffraient, qu'ils reconnaissaient. Être reconnu dans sa souffrance, c'est quand même une chose importante pour une victime. C'est un petit peu à part, mais c'est... Bien, madame. Ouais. Ah, pour tout, cette- pardon, oui. c'est une phrase. C'est juste un petit mot d'optimisme. Nous avons essayé de voir avec les médecins des urgences de l'hôpital qu'est-ce qu'ils voyaient, eux, des victimes de torture qu'on amenait quelquefois à l'hôpital, pas toujours. Et s'ils décédaient à l'hôpital, ils faisaient un certificat de décès. Qu'est-ce qu'ils mettaient comme... Alors ils disaient mort d'origine accidentelle. Alors petit à petit, à force d'insister, on a obtenu un certificat disant mort pour des raisons, pour des causes humaines. Et puis enfin, cet homme aurait été atteint par torture en service commandé. Là, on avait gagné quelque chose au service des urgences, même si c'était bien peu. Voilà, maintenant, je crois que j'ai dit très vite l'essentiel. Je peux revenir sur ce que vous voudrez. Certainement, les questions viendront étayer certaines parties, ce que vous avez pu oublier. Mais en ce qui me concerne, je voudrais que vous reveniez sur votre mode de désignation. Comment vous êtes arrivé en fait au Tchad? C'est la désignation pour mener cette opération au niveau du Tchad. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Je vous ai dit que j'appartenais à Amnesty, à la commission médicale, puis au Medical Office, et que lorsque nous avons été en Guinée avec MSF au départ, Amnesty, lorsque nous sommes revenus, était très intéressé par ce que nous avions vu et pouvait le comparer aux documents qu'ils avaient, eux, établis par des méthodes pas toujours aussi de terrain, aussi proches du terrain que ce que nous avions. Donc, ils avaient apprécié notre travail. Et Mike Doutridge, qui a été au Tchad et qui avait suivi les affaires du Tchad sous le régime de Habré, est arrivé très vite après le départ de l'ex-président et a proposé à maître Mahamat Hassan Abakar de nous faire venir pour voir si on ne pouvait pas faire ce que nous avions fait en Guinée, au Tchad. Nous avons reçu une lettre d'abord de maître Hassan Abakar et puis quelques temps après du ministre de la Justice nous remerciant et nous encourageant à continuer le travail que nous faisions. Bien. Votre équipe était composée de combien de membres? Nous étions une petite équipe. Il y avait, venant au Tchad, il y avait, en général je venais, mais il y avait d'autres médecins, un médecin généraliste, une psychosociologue qui nous servait un peu de secrétariat et de greffière, et puis, suivant les cas, un pédiatre ou un psychopédiatre ou un chirurgien ou un rhumatologue, suivant les pathologies à problème que nous avions identifiées et pour lesquelles on faisait venir des spécialistes. La durée de la mission? Alors nous sommes arrivés, évaluation en juillet, nous sommes arrivés en octobre, le temps de voir des fonds, et nous sommes, la dernière mission officielle, c'était en 1996. Puis je suis revenue en 2002 et 2008, et j'ai eu la surprise en 2008 de voir des gens qui m'ont parlé de ce qu'ils avaient vécu. Ils n'en avaient jamais parlé et ils avaient l'occasion de le faire. Autrement dit, il y a encore un travail énorme. Nous n'avons fait que toucher la partie, celle qui n'est pas immergée de l'iceberg.
qu'à présent, vous avez fait une évaluation sur le terrain du travail que vous avez accompli? J'ai pas compris. L'évaluation sur le terrain? Oui, l'évaluation du travail, c'est-à-dire, bon, vous avez eu à entendre à prodiguer certaines thérapeutiques au niveau des victimes. Est-ce que présentement, sur le terrain, il y a eu un impact? Alors, ce que je peux dire, c'est que en 96, lorsque nous sommes venus pour la dernière fois, nous avons revu un certain nombre de patients et une bonne proportion disait « maintenant, ça va mieux ». Je pense que bon, ils avaient du paludisme, mais le paludisme c'est endémique au Tchad. Ils avaient un peu de dysenterie, mais ça, tous les Tchadiens en ont, donc on les renvoyait aux généralistes locaux. Mais pour ce qui est de la prison, maintenant ça va mieux, on tourne la page. Il y en a un qui a dit ça, d'autres disaient autrement, mais on a eu l'impression qu'on avait fait ce qu'on pouvait dans ces 5-6 années-là, pour ceux qui s'étaient présentés à nous. Dans le rapport global que j'ai fait, je dis qu'on a vu 580 personnes. En fait, on en a vu davantage parce que nous avons vu les gens qui venaient à la consultation, mais on était à l'hôtel. Je vous ai parlé de cette cour où on était bien isolés, dans le noir, et souvent il y a des gens qui venaient nous voir là pour nous raconter. Donc je suppose que le fait d'avoir parlé leur faisait du bien, puisqu'ils venaient, que le bouche à oreille s'était fait. Et j'espère que le Tchad, avec le temps, s'est doté d'un psychiatre, d'un psychologue qui pourrait assurer une prise en charge à long terme de ces victimes et d'autres, hélas, qui sont le produit du régime actuel. Madame, s'il vous plaît, c'est juste pour deux précisions. Vous avez été désigné initialement pour aider la Commission nationale à documenter son travail ou pour prendre en charge médicalement les victimes, si vous pouvez être plus précis. C'était pour apporter des soins aux victimes. D'accord. Une prise en charge médicale. Des victimes. Oui, c'était dans le cadre médical. D'accord. Vous avez indiqué tout de suite aussi, en décrivant la DDS, que dans les dépendances, vous avez pu trouver une salle qui était dédiée exclusivement à la torture, si j'ai bien compris. Est-ce exact? Oui, j'ai des photos que je ne sais pas si Non, vous pouvez même répondre oui, comme ça. Il y avait la piscine, il y avait un bâtiment circulaire où il y avait les bureaux, et puis c'était une salle de rez-de-chaussée qui vraisemblablement servait de douche ou à mettre les effets quand les gens allaient à la piscine, qui devait mesurer, je ne sais pas moi, 3 mètres sur 4. Et c'est là... Est-ce que vous pouvez être plus précise sur cet aspect de vos déclarations? Quels sont les dispositifs techniques que vous avez trouvés sur place? Non, il y avait rien. Attends, je vais terminer. La place était totalement vide. Comment? La salle était totalement vide. Il n'y avait que ces fils qui pendaient au mur, mais il n'y avait plus de téléphone. J'ai posé la question à la personne qui nous faisait visiter, le militaire. C'est là qu'il m'a dit que c'était les fils du téléphone qui reliaient à la présidence. Mais il n'y avait plus rien. D'accord, mais vous n'avez pas trouvé un dispositif qui permettait d'indiquer que... Il n'y avait rien. Donc, en fait, vous le... Vous savez, on est de voir la piscine, la prison. Et le fil, comment il était structuré? Le fil que vous avez tout de suite pour dire que peut-être que ça permettait de relier, comment dirais-je, peut-être les tortionnaires, entre guillemets, et peut-être les autorités du chef de l'État. Comment était structuré ce dispositif? Le fil que vous venez d'indiquer. Le fil, c'était un fil qui pendait du mur. C'était un pan de mur entre la fenêtre et la porte d'entrée. Et il y avait 20 cm de fil qui je ne suis pas une experte, je ne suis pas une électricienne, mais la personne qui m'a dit que c'était des fils téléphoniques, je l'ai cru sur parole. D'accord. Donc vous le tenez des témoins. D'accord, merci. Bien, à présent... vous allez répondre certainement à des questions que le procureur général aura à vous poser. Bien, monsieur le procureur général, le témoin est à vous.
Bien, je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, tout en attirant l'attention de la Chambre que l'association a déposé un rapport très détaillé à la Cote D41, annexe 4. Bien, Madame Diafé. Qu'est-ce qui parle là-bas? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Elle veut s'asseoir. Je vais dire ça. Vous entendez? Vous entendez? Vous pouvez vous asseoir J'entends. Voilà, c'est bien. Donc, votre association s'appelle l'Association pour les victimes de répression en exil. Oui. Votre première mission au Tchad, vous l'avez effectuée en 1991. Oui. Madame, s'il vous plaît, veuillez rejoindre le micro parce que toute réponse qui sera donnée par rapport aux questions qui sont posées ne sera pas en fait à l'attention de ne sera pas à l'attention de celui qui pose la question, mais plutôt à l'attention de la Chambre. Donc, vous écoutez et en fait vous faites face à la Chambre. Bien. Oui, s'il vous plaît, garde. Je me déplace un tout petit peu pour que je puisse l'avoir. Merci. Voilà, merci. parfait. Voilà. Excusez-moi. Oui, je comprends. Voilà. Donc, votre première mission au Tchad, c'était en 1991. Oui. Et est-ce que cette mission-là a été filmée? Est-ce qu'on a des éléments audiovisuels sur cette mission de 91? Alors, quand la commission d'enquête a fait un film, je suis interviewée, là, on voit la première consultation, semble-t-il. Ça date d'il y a longtemps. Moi, je n'ai pas de film, mais j'avais des photos. Vous n'avez que des photos? Oui. Bien. Donc, aviez-vous déjà une expérience de travail avec les victimes de torture au Tchad, en exil? Alors, nous avions reçu à Paris quelques Tchadiens, peu, mais qui avaient été emprisonnés sous le régime de l'ancien président Habré. Notamment une femme qui présentait des séquelles de torture tout à fait évidentes, convaincantes, et qui nous a parlé de ce qui se passait dans les geôles de N'Djamena. Donc, en quoi vos expériences en Guinée et en France vous qualifiez-elles particulièrement pour la mission qui vous a été confiée au Tchad? Alors d'abord, c'était pas je ne me suis pas accordé une expertise, c'est les autres qui me l'ont donné. Depuis 1981, je travaillais avec des personnes qui avaient été victimes de torture. J'ai fait partie d'un groupe international de pionniers dans ce domaine, puisque la victimologie est née dans les années 90, mais il n'y avait aucun chapitre sur la torture et les séquelles spécifiques de la torture. Donc, on m'a demandé d'enseigner en anthropologie clinique et en psychiatrie ce qu'étaient les victimologies, ce qu'étaient les séquelles de torture. J'avais une expérience clinique de terrain qui a intéressé mes pairs, mes patrons. Vous étiez généraliste ou bien vous avez une spécialité? J'étais généraliste, mais on peut apprendre et obtenir une expertise dans un domaine particulier. C'est ce qui s'est passé pour moi. Nous avons travaillé en concertation avec des groupes médicaux qui tous, au moins au début, faisaient partie du Medical Office de Londres, l'Amnesty, des Danois, des Canadiens et des Anglais.
Oui, danois, canadien, anglais. Et en 85, nous avons eu notre première réunion internationale avec Madame Simone Veil à nos côtés. Et nous avons essayé d'échanger nos expériences et d'échanger nos stratégies pour quelque chose qui, jusqu'à présent, n'avait jamais été vraiment explicité. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait jamais pris en charge de victimes de torture, mais jamais de façon systématique, avec un schéma, si vous voulez, qui pouvait être exportable à n'importe quel individu, sachant que de nos constats initiaux, on s'est aperçu que, quel que soit le niveau culturel, quel que soit l'origine géographique, finalement, les mots par lesquels on exprime sa souffrance de la torture sont quasiment les mêmes. Bien. L'association a-t-elle bénéficié d'une reconnaissance quelconque pour ses activités? Si oui, laquelle? Oui, alors, nous avons eu le premier prix du gouvernement français pour les droits de l'homme en 1990. J'ai été nommé chevalier de la Légion d'honneur pour le travail que nous avons fait. Le gouvernement français m'a demandé de faire un manuel à l'usage des médecins, des praticiens, sur la prise en charge de victimes de torture. Ce livre a été largement distribué et a été traduit en anglais et en arabe pour le distribuer dans les pays, par exemple, du Maghreb ou des pays anglophones. D'accord. Et maintenant, à quel type de spécialiste avez-vous eu recours au Tchad? Nos locaux étaient à Sabangali. Sabangali, c'est un quartier qui est sur la, sur la droite, en allant vers la maison de la radio, donc pas très loin du centre, mais quand même, les locaux où nous étions étaient suffisamment bien excentrés pour que les gens se sentent à l'aise, loin de la rue, loin du bruit. Bien. Et dans quelle localité, au niveau du Tchad, avez-vous fait vos consultations? Vous êtes limité seulement à N'Djamena ou bien vous avez parcouru? Alors, nous avons travaillé surtout à N'Djamena. Il y a d'ailleurs une annonce à la radio qui fait que des personnes sont venues d'autres régions, celles qui pouvaient se déplacer. Et puis nous avons été, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Abéché, nous avons été à Moundou, nous avons été à Sar et nous avons été à Doba. Ce sont les endroits que nous avons pu visiter, sachant qu'il n'est pas toujours facile de se déplacer, qu'il y a des barrières de pluie, et suivant les missions, on ne pouvait pas toujours faire le programme que nous nous étions fixés. Et vous n'avez pas eu à subir des pressions quelconques dans votre travail? Non. Non. Très bien. Et quel type de victimes receviez-vous? Des victimes directes ou bien des victimes indirectes? Les 90%, je dirais, étaient des victimes directes. Puis il y avait je ne suis pas très bonne en statistiques, mais enfin la grosse majorité, disons, étaient des victimes directes. Il y avait des victimes indirectes, c'est-à-dire les enfants, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis également des femmes que nous avons vues, comme par exemple ces veuves d'Abéché qui nous avaient beaucoup touchés. Bien. Pourquoi avez-vous rendu nécessaire la présentation d'une carte délivrée par la Commission nationale d'enquête pour les victimes? Vous répétez le début de la question, je n'ai pas compris. Oui, pourquoi vous avez rendu nécessaire la présentation d'une carte pour les victimes qui s'est présentée à vous, d'une carte délivrée par la Commission nationale d'enquête? Je ne comprends pas le sens de la question. Pourquoi Parce que les victimes étaient triées, n'est-ce pas? Ce n'était pas n'importe quelle victime qui s'est présentée à vous. Et à un certain moment, j'ai vu que vous disiez qu'il y a une carte que le président de la commission délivrait aux victimes pour montrer qu'ils étaient de vraies victimes. Oui. Voilà. Je dirais que donc il y avait des victimes identifiées par la commission d'enquête, mais toutes n'ont pas été identifiées par la commission d'enquête. Et petit à petit, on voyait arriver des gens, mais qui manifestement avaient des séquelles qui étaient
tout à fait authentiques, disons, on avait appris à les reconnaître, qui n'avaient pas voulu aller à la commission d'enquête parce que cette commission d'enquête les convoquait dans les locaux même de la DDS. Et pour eux, c'était impensable de franchir ces portes. Voilà, donc nous avons reçu des gens qui n'avaient pas le petit papier rouge de la commission d'enquête, mais nous les avons reçus quand même. C'est ça. Parce que là, vous avez, dès votre arrivée, il y a eu un communiqué publié à la radio qui disait que toutes les victimes de torture sur le règne d'Habré peuvent se présenter devant vous. Il se peut qu'il y ait de vraies victimes comme de fausses victimes. Donc, nécessairement, il doit y avoir des critères qui permettent vraiment de consulter les véritables victimes de torture. Je crois que j'ai au moins partiellement répondu à la question. Je vais bien répondre de nouveau, à condition que vous me laissiez boire un tout petit peu d'eau. Notre expérience préalable à l'avenue du Tchad nous a permis de voir des victimes de torture de tous les pays, tous les continents. Lorsque nous sommes à Paris, une des grosses difficultés que nous avons, c'est de répondre à des demandes qui ne sont pas justifiées, d'être confrontés à des gens qui nous racontent une histoire totalement fausse, partiellement fausse, dans l'espoir d'obtenir l'asile politique et qui nous sollicitent pour avoir un certificat médical. Nous avons pris nos précautions et nous faisons très attention à ne recevoir que des gens qui sont vraiment, qui correspondent à nos buts statutaires. On peut être débordé par des gens qui ont beaucoup d'imagination, mais je dois dire que cette espèce de poids que nous avons en France, de se dire, voyons, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, au départ, nous ne l'avons jamais ressenti dans les pays où nous nous sommes rendus. Les gens qui viennent à la consultation sont des victimes. Je l'ai dit tout à l'heure, à 2 exceptions près. Et puis les gens qui sont dans la salle d'attente, dans la cour, qui n'y attendent leur tour, se chargent éventuellement de faire le tri, de renvoyer ceux qui ne sont pas authentiquement des victimes. Mais il y en a eu très peu. J'ai parlé d'un jeune débile qui a essayé d'avoir une aide, et puis d'un militaire qui pensait que venant avec sa calache, il allait faire ce qu'il voulait. Voilà. Bien. Je pense avoir répondu. Pouvez-vous confirmer que vous avez examiné à peu près 700 personnes victimes du régime de Habré? On a compté en 1996 581 personnes. C'est un chiffre 580, ce sont les dossiers que nous avons enregistrés de façon précise. Mais nous avons eu des consultations à l'hôtel. On nous a sollicité pour ne pas venir à la consultation, des gens qui habitaient près de l'hôtel, etc. Nous n'avons pas toujours fait, quand nous avons été en province, tous les dossiers que nous voulions. Il y a eu des consultations qui n'ont pas pu se faire dans les locaux que nous avions parce qu'ils étaient à ce moment-là pris par d'autres locataires. Et on a fait des consultations à la bougie dans des maisons au poteau-poteau avec la pluie qui tombait sur le zinc. Et ce n'était pas des conditions idéales pour faire des beaux dossiers, etc. Donc 581, c'est un chiffre, c'est un beau chiffre, mais il est un peu en dessous de la réalité. Je ne peux pas vous donner un chiffre. C'est ça. Et puis, approximativement de ce nombre, est-ce qu'on peut déduire le nombre de victimes de torture et le nombre de victimes de mauvais traitements, par exemple? Alors, mauvais traitement. Merci de me poser cette question. Je pense que là, Madame Veil, Simone Veil, qui a été déportée, qui sait de quoi elle parle, nous suggérait que les conditions d'incarcération pouvaient être une torture en soi. Faire entrer quelqu'un dans une... après les tortures physiques, les tabassages, etc., dans une pièce où il n'y a pas d'air, il y a un cadavre dans un coin, où les gens sont complètement démunis. Vous ne savez pas où faire vos besoins, vous avez une diarrhée terrible, vous êtes obligé de faire devant les autres. Vous n'avez pas à manger, vous avez soif, vous êtes malade.
On appelle des gens la nuit, on ne les revoit plus. Quand est-ce que ce sera votre tour? Toutes ces conditions-là sont des conditions qui répondent à la définition de la torture. Des traitements inhumains, dégradants, cruels et sous la responsabilité de quelqu'un. Je crois que c'est la définition de la torture et on peut l'appliquer aux conditions de détention telles qu'elles étaient à la piscine que je vous ai décrite tout à l'heure et que les témoins vous auront encore mieux décrite que moi. Bien, ces personnes-là, vous a-t-elle bien dit qu'elles ont été torturées et maltraitées dans les prisons des Sénabrés? Ces personnes ont dit qu'elles avaient été maltraitées, torturées dans les prisons des Sénabrés. Oui, ça c'était clair. Tout à l'heure, vous avez parlé de la piscine. Oui. À un certain moment, on a dû entendre vous dire que la piscine a un peu repris du service. Oui. C'est quoi la reprise du service? Eh bien, à un moment donné, je ne sais plus quelle est la raison exacte, sans doute un complot qu'on avait découvert. On a arrêté massivement sous débit et on avait remis des prisonniers, on avait repris la piscine pour mettre des prisonniers. Et maître Mohamed Hassan Abakar, le président de la commission, très courageusement a été voir le président en disant « Si on se sert de la piscine, la commission d'enquête se met en grève et nous ne travaillons plus. » Et la piscine a été vidée. Ah oui, donc sur les réclamations du président de la commission, la piscine a été vidée. Oui. Et vous n'avez pas une idée du nombre qui était là-bas, du nombre de prisonniers? Ah non, là, je ne sais pas combien il y en avait. Vous ne les avez pas vus? Nous avons vu des victimes du régime actuel. Mais en général, elles venaient de façon très discrète, où on nous demandait de passer chez elles pour des traces de torture qui étaient absolument évidentes. Vous disposez de photos de personnes victimes de torture et que vous avez consultées? J'ai quelques photos, assez peu, mais j'en ai quelques-unes, elles sont vieilles. Je les ai transférées sur un DVD, mais je ne suis pas une grande spécialiste de l'informatique. J'espère qu'elles pourront être utiles si on veut les projeter. Je les ai remises à... Je suis le président, peut-être pour autoriser qu'on visionne ces quelques photos pour illustrer quand même la mission de Mme Diafé. Ok. Si les parties ne trouvent pas d'inconvénient. La défense? Vous avez ces photos, Mme Diafé? Ah, ça y est. Voilà. Oui, Monsieur le Président. Alors, a priori, la défense donc va mettre à l'aise le parquet, l'accusation. Elle ne va pas s'opposer de manière formelle à la diffusion de ces photos, mais encore une fois, attire très respectueusement l'attention de la Chambre sur le procédé, quelquefois inéquitable, de procéder. Parce que la défense a le sentiment tout simplement qu'il y a une concertation à ce niveau-là, s'agissant des photos. Excusez-moi. Allô? Elle a déclaré tout à l'heure, lors de son audition, qu'elle disposait de photos. Tout le monde l'a entendu dans la salle d'audience. Ce sont de vieilles photos. C'est ça. Que j'ai transmis, que j'ai scannées et mises sur un DVD. Elles ne sont pas très bonnes, mais ça vous donnera une petite idée. C'est pas un album photo exhaustif. Vous aurez toutes les informations que vous pouvez souhaiter. Mais ça vous donnera une idée. Est-ce que vous disposez de ces photos-là, c'est instant? Pardon? Vous avez des photos? Je les ai mis sur un DVD, je les ai donnés à quelqu'un, mais je ne sais pas ce qu'elles sont devenues depuis. À disposition, Monsieur le Président, si les photos ont été remises à quelqu'un, on va bien savoir qui c'est ce quelqu'un. Absolument, il n'avait pas d'identification possible. On poursuit. Je voulais savoir si au niveau des techniciens... C'est ça, elle a déjà... Ok, d'accord. Quel est le technicien qui s'occupe de... Merci.
Donc, en attendant que l'élément soit mis en place, Youssou, je vous donne la parole pour en attendant. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur général. J'ai effectivement quelques questions à poser à Madame Diaffé. La première question, lors de son audition, le 14 septembre 2015, Mike Doddridge a eu à entendre une question et je voudrais que vous reveniez là-dessus. Est-ce que réellement, dans la panoplie des actes de torture, on peut procéder à une hiérarchisation des atrocités? Autrement dit, peut-on dire réellement que l'arbatachar est plus atroce qu'une autre forme de torture? Je voudrais, vous qui êtes un peu spécialiste en la matière, une réponse. Il n'y a pas de parallélisme entre l'intensité des séquelles et les tortures qu'on a pu vivre. Je vais laisser s'installer. Il faudra que je puisse le voir pour le commenter. Ah oui, d'accord. Ah bon, d'accord, ça va. Merci. Je vais peut-être pouvoir répondre à votre question. Est-ce que vous ne vaut pas mieux d'attendre la mise en place de cette projection? Oui. Là, on peut y aller? Oui, allez-y, s'il vous plaît, en attendant. Bon, je vais vous répondre. Oui. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une hiérarchie, enfin, une proportionnalité, disons, entre telle torture et telle séquelle. Parce que pour une torture, j'ai cité l'arbatachar parce que j'avais un certain nombre de stades cliniques, pour parler médecin, qui permettaient de montrer l'éventail de gravité que ça représentait. Il y a d'abord une inégalité humaine devant la douleur, il y a des muscles qui sont plus solides que d'autres, il y a des gens qui sont plus musclés, il y a des gens qui ont des os plus solides, il y a des gens qui ont des ressources internes plus importantes, parce qu'il ne faut pas oublier que la torture, c'est aussi détruire un individu, c'est le terroriser. Donc, il y a notamment ceux qui ont un fort engagement, qu'ils soient militants ou religieux, par exemple, peuvent mieux supporter la torture, avoir un ressort supplémentaire que n'auront pas quelqu'un, par exemple, qui a été arrêté par hasard, qui va subir la torture sans comprendre pourquoi on le torture. C'est une douleur supplémentaire de se dire « mais qu'est-ce que j'ai pu faire ?» Donc, il n'y a pas de hiérarchie. Je ne dirais pas que telle torture est meilleure qu'une autre, ou plus douloureuse, ou plus... Il est certain que l'arbatachar, mais mais tout le corps, tout le système locomoteur en péril, en douleur, mais les chocs électriques aussi, les tabassages aussi, faire ingurgiter de l'eau à quelqu'un qui s'étouffe, qui se trouve mal, et puis on le fait monter on le tire avec les mains attachées, on le fait monter sur un arbre, puis on lâche la corde, il tombe, il éclate, de l'eau sort de partout. Comment voulez-vous qu'on hiérarchise? C'est de l'horreur. Je crois qu'on ne hiérarchise pas de l'horreur. En tout cas, je me refuse. Voilà, je vous remercie. Je sais que la torture comme crime autonome, c'est vrai, c'est des souffrances aiguës physiques, mais aussi des souffrances aiguës
mentale. Mentale. Bon, là, on est en train de montrer les photos. Est-ce que vous pouvez les commenter en attendant que je poursuive après? Voilà la vieille photo, je vous ai dit. Hein. Voilà l'angle de la piscine. On voit bien le rebord de la piscine, puis le mur qui a été élevé, les fenêtres. Et puis, je vous disais, le plongeoir qui rappelle à quoi était destiné cet édifice avant qu'il ne devienne une prison. Bon, je crois qu'on peut passer. La suivante. Alors voilà un autre angle. J'ai mis une flèche parce que là dans ces bureaux correspondant à la fenêtre, se tenaient les bureaux de la DDS. Et dans les bâtiments qui sont sur ma droite, cette fameuse cabine de torture, salle de torture, je ne sais pas comment l'appeler, avec en bas le tuyau qui servait à amener de l'eau qu'on passait entre les barreaux des différentes fenêtres pour alimenter en eau les pauvres prisonniers. On voit le gros arbre, le nimier, et entre le bâtiment à la flèche et le bâtiment salle de torture, il y a un passage, et là il y avait un arbre où, si j'ai bien compris, une branche était particulièrement disposée pour recevoir les gens qu'on suspendait après leur avoir fait avaler de l'eau, qu'on suspendait par les pieds ou pour les poignets, avec ou sans eau. Là, c'est les bâtiments proprement dit. On devine derrière la petite véranda, il y a des escaliers qui descendent et des escaliers qui montent. Et on voit le demi-étage, le demi-sous-sol, où étaient toutes les archives de la DDS qui ont été rangées par la commission d'enquête qui a fait un travail absolument phénoménal. Et nous avons trouvé par terre des tapis de bandes d'enregistrement et de leur transcription sur des papiers. Alors voilà, on rentre dans la piscine. Il y a 3 marches là, et puis ce petit palier. La suivante. On ouvre la porte. Et là, on se trouve dans ce couloir. Là, c'était éclairé par la porte. Les portes étaient fermées. On va la suivante. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, on entre dans une cabine. On voit là-haut la fenêtre qui va donner de l'air à 2, 3, 10, 40 personnes, m'a-t-on dit, à la fois dans une cellule. La suivante. Voilà le mobilier. Le mobilier, c'est cette boîte pour les urines et les selles, qui n'étaient pas toujours vidées, et puis des gobelets, et puis des boîtes qui étaient des boîtes de corned beef, qui étaient données de loin en loin. Il faut dire que nous n'avons pas vu autant de signes de polynévrite liés au déficit en vitamine B que nous en avions vu à Conakry. Et je pense que ces quelques boîtes de corned beef sont à l'origine de moindres pathologies carentielles en vitamine B. Voilà. Pardon. Voilà ce qu'on voit quand on sort de la cellule. On aperçoit la lumière là-bas. Elle éblouissait les gens qui en sortaient. Il faut dire que quand on est fermé dans une cellule qui a une dimension donnée, on développe une myopie parce que les muscles accommodateurs ne s'habituent qu'à une certaine distance et ne font plus la gymnastique qu'il faut pour s'accommoder à la distance variable qu'on a dans la vraie vie, disons. Et la plupart disaient à quel point ils avaient été gênés par la lumière et une espèce de flou. Voilà ce dont je vous avais parlé, cette cabane qui a été photographiée par quelqu'un de courageux, un ancien détenu qui est décédé depuis. Et vous imaginez ce que ça peut être d'être fermé là, des jours et des nuits. Suivante. Alors, voilà des traces d'Arbatachar. Ce sont des traces récentes, elles ont 10 jours. Donc, ce n'est pas sous le régime Abré qu'elles ont été faites, mais par des gens qui connaissaient la technique, par contre. Ça s'est fait dans un cadre privé, si je peux dire,
Il y avait eu un vol de commis dans la maison d'un haut gradé alors qu'il était absent. Et on a essayé de faire porter l'accusation sur ce jeune garçon qui n'y était pour rien et qui a été torturé, comme on savait torturer dans les cabines techniques. Alors voilà ce que donne l'Arbat Tachar 10 jours après. Il faut dire qu'il s'est présenté lorsqu'il a pu sortir des mains de ses tortionnaires. Il a été à l'hôpital et l'hôpital nous l'a envoyé directement. Nous l'avons gardé toute la journée, nous l'avons soigné, nous l'avons surveillé, on l'a fait boire un petit peu et on a désinfecté ses plaies. Parce que ces plaies-là, vous pouvez imaginer qu'elles n'étaient pas désinfectées, qu'elles n'étaient pas soignées et que très souvent, elles s'infectaient et laissaient alors des sillons très importants. Ça, c'est à 10 jours. Voilà, navré pour la photo qui n'est pas bonne, mais voilà ce que ça peut laisser des années après, surtout lorsque s'installent ce qu'on appelle des cicatrices kéloïdes, qui font que la peau se met à bourgeonner autour de la cicatrice, et ça, à ce moment-là, ça gêne pour les mouvements de flexion-extension lorsqu'ils sont proches de l'articulation, ce qui est le cas de ce monsieur qui a un autre liseré, mais qu'on voit juste, on le devine à la limite de sa chemise, la manche de chemise. La suivante. Voilà ce garçon qui nous avait dit « j'ai mal partout ». C'est celui qui a été torturé en privé. Il avait une fracture de l'avant-bras, il avait 9 fractures de côte, il avait des séquelles d'Arbat Tachar qu'on voit encore. C'est pour vous dire que quand on a mal partout, bien sa plainte c'est « j'ai mal partout ». Seulement, allez dans une consultation où il y a 30 personnes qui attendent et vous dites « j'ai mal partout », le médecin a envie de passer à autre chose. Donc, il faut savoir ce que recouvre ce mal partout. Voilà encore de l'Arbat Tachar, je crois que c'est... Là, ici, il y a 2 choses supplémentaires. Sur la cicatrice sous le lien, il y a une petite cicatrice ronde, puis une autre au milieu de la plage dépigmentée, 2 autres au milieu de la plage dépigmentée. Ce sont des brûlures de cigarettes. Ça aussi, ça fait partie des panoplies. Voilà ce que laissent des liens qu'on laisse serrer. Alors, les liens, on essaie de les faire circuler autant qu'on peut pour moins souffrir. Ça laisse des traces en hauteur. Et puis, ça s'est infecté. Et il y a ces grosses cicatrices qui peuvent être adhérentes aux tendons qui sont sous-jacents et gêner là aussi les flexions-extensions du poignet. Voilà notre salle d'attente. C'était un lieu très, très calme et très apprécié de nos patients. La suivante. Voilà une autre vue. Et alors les bâtiments dans lesquels nous avions 3 pièces. Une pour les médicaments et puis 2 pour les consultations. Voilà une autre photo, un peu plus. Ça, c'est la cour de l'hôtel de la Palmeraie, qui maintenant ne s'appelle plus Palmeraie, n'a plus de cour. Mais c'était un endroit très paisible et où les gens venaient volontiers, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous raconter. Et voilà un enfant qui ne souriait pas. Ce visage-là, c'est un visage qu'il a eu pendant toute la consultation et c'est lui qui a fait un point sur le papier. La suivante, un autre petit garçon, celui dont le papa avait jeté contre le mur. Voilà la tête qui faisait. Le ruban rose que vous voyez, c'est le ruban du gros paquet de bonbons qu'on lui avait apporté. Mais même ça ne me fait pas sourire. Mais j'ai raconté son histoire, donc je ne vais pas y revenir, mais je trouve que son visage est frappant. Et voilà un de nos patients en train de lire chez lui, dans sa section, un papier en arabe dans lequel on décrit les principaux symptômes en termes très, très simples, très quotidiens, du mal-être mental dont peuvent souffrir les victimes de torture. Et voilà une autre vue de la piscine. C'est une photo que j'ai trouvée au dernier moment. Le fil de téléphone devait être, je pense, entre la porte et la fenêtre, sur cette partie de paroi qui doit faire 1 mètre. Je me rappelle, la peinture était jaune. Il y avait ces 2 fils qui pendaient. Voilà, c'est tout ce que j'ai.
Bien, je crois que avant que Monsieur le procureur général ne poursuive son interrogatoire, nous allons observer notre pause habituelle de 15 minutes, parce que je vois qu'il est 11 heures passées. Donc, l'audience est suspendue pour 15 minutes.